Donne-moi les paroles. 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 J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. 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 J'ai pas de thème. J'aime. 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 Maman, je t'aime. J'aime. Maman, je t'aime. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. Maman, je t'aime. J'aime. 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 Donne-moi les paroles. J'aime. J'aime. Donne-moi les paroles. J'aime. Maman, je t'aime. J'aime. J'ai pas de thème. Bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'ai pas mis les néons derrière, forcément. Aïe, aïe, aïe. On dirait que je suis dans une cave, je me disais, putain, c'est sombre. Est-ce qu'on n'est pas dans l'intestin grêle de Gérard Larcher? Pas du tout. J'installe la lumière, vous allez voir, ça n'a plus rien à voir. Hop là. Voilà, là, c'est... Là, c'est... Là, ça n'a plus rien à voir. Là, c'est Hollywood. Là, c'est les États-Unis. J'espère que vous allez bien avec ce démarrage en fanfare. J'espère que vous êtes en pleine forme. Les amis, 8 janvier 2026, 16h40, on est un petit peu en avance. Ça fait plaisir, en avance pour un joli programme aujourd'hui. On va parler des pingouins, on va parler du Venezuela. Petit retour sur la situation au Venezuela. Il y a eu un article très intéressant dans Le Parisien qui suppute une nouvelle théorie assez intéressante sur une potentielle top de Donald Trump au sein du pouvoir vénézuélien. Quelque chose d'assez chouette, on va en parler dans quelques instants. On parlera également des coupeurs de feu. Là, vous allez voir, sujet complotiste, mais pas complotiste, parce que des coupeurs de feu ont été appelés au secours des victimes du côté de Crans-Montana, drame terrible de Crans-Montana. On a évidemment une pensée pour les victimes. D'ailleurs, une minute de silence va être organisée à travers toute la Suisse. C'est tombé aujourd'hui, ce sera le 9 janvier, ce sera demain à 14h. Donc si vous êtes en Suisse, il y aura une minute de silence qui sera observée. On va parler de Crans-Montana, on parlera des coupeurs de feu plus largement tout à l'heure. Et aujourd'hui,
documentaire sur l'histoire, vous allez voir, ce sera en deuxième partie d'émission. On a un joli programme, les amis. J'espère surtout que vous êtes en forme. J'espère que ça va. On est jeudi, première semaine de boulot avec la rentrée. Dites-moi si tout se passe bien pour vous. Est-ce que ça va, le boulot, tout ça. Les collègues qui vous racontent le nouvel an, leur tante un peu pénible qui aime pas les huîtres. On les connaît, les histoires. Installez-vous confortablement. On a tout le monde qui est là, il y a tous les copains, il y a tous les fidèles, il y a Zabou 1961 qui nous dit « Sur Concarneau, on se prépare à affronter la tempête Goretti en soirée et cette nuit, actuellement, ça décoiffe déjà un max. » C'est vrai que soutien à nos amis, évidemment, de ce côté-là de la France. Dupont-Goretti, c'est le nom de la tempête. Non, c'est que Goretti, mais ça ressemble finalement. Salut à Leura Libre qui déboule. Tilusae qui dit « Les coupeurs de feu », tu vas voir, on va en parler. Sujet complotiste, un petit peu, mais c'est très intéressant. En tout cas, je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de vous en parler dans quelques instants. Few minutes, évidemment. Alexandrine 59 tout dit « Je rentre tout juste du boulot, vivement demain pour le week-end. » Ça y est, ça se rapproche le week-end. On y est tout bientôt. Stealth 5 qui nous dit, alors on va commencer avec ça évidemment parce que c'est à la fois le sujet, mais ça me permet de faire une mise au clair presque philosophique, si vous voulez. Stealth 5 qui nous dit « Salut tout le monde, j'espère qu'on va un peu parler des agriculteurs. » Alors évidemment aujourd'hui, on a la grogne des agriculteurs qui continue. Beaucoup d'entre eux sont arrivés à Paris. On a une 50aine de tracteurs, une 40aine de voitures. Il y a une grosse mobilisation du côté de Paris qui est en train de se passer. Vous pouvez suivre la situation en direct sur beaucoup de médias mainstream comme alternatifs. Et c'est vrai que là-dessus, j'avais déjà eu l'occasion de vous donner mon point de vue. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet d'en reparler et de réfléchir plus qu'autre chose. Là, on a eu cette scène de Yael Braun-Pivet ce matin devant l'Assemblée nationale qui a essayé de sortir, qui s'est fait rabrouer par les agriculteurs. Alors, je peux vous la montrer si vous voulez, pour ceux qui n'auraient pas vu, mais je vous donnerai mon point de vue là-dessus juste après. Regardez, ça c'était ce matin en direct sur LCI. Il y a toutes les chaînes d'infos qui sont branchées dessus. Donc, si vous voulez du temps réel, n'hésitez pas à les regarder, évidemment. Voilà. Bref, vous avez vu, donc Yael Braun-Pivet qui se fracasse contre le mur du réel, qui voulait aller à la rencontre des agriculteurs. Et il y a une certaine grogne. Donc, évidemment, elle s'est faite un peu dégager, elle s'est faite un petit peu secouer. Alors, là-dessus, l'avis que vous avez se respecte, tout le monde a son avis sur la question, mais on a eu l'occasion d'en parler, vous savez, sur Juste Milieu. Déjà, ça fait longtemps que je vous dis que je n'aime pas faire ça, du commentaire en fait sur l'actualité en temps réel, et surtout, je crois que cette situation des agriculteurs, je la trouve très intéressante, parce que elle permet de mettre en lumière ce qui me semble être un phénomène, en tout cas à titre personnel, que je trouve plutôt néfaste. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des sujets qui deviennent obligatoires et on vous suspecte de ne pas être dans le bon camp si vous n'en parlez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous connaissez le travail de Juste Milieu, vous connaissez mon point de vue et évidemment que je soutiens les agriculteurs, évidemment que l'Union européenne fait tout pour détruire non seulement l'agriculture française, mais de manière plus globale avec des accords comme le Mercosur. Ce sont les agricultures des pays qui composent l'Union européenne qui sont menacés. Donc, ce que je trouve curieux aujourd'hui, mais c'est plus pour lancer le débat qu'autre chose, je vous donne mon point de vue, après chacun en fait ce qu'il veut, c'est que j'ai l'impression de voir s'installer en fait une obligation de positionnement. C'est-à-dire que ceux qui suivent régulièrement Juste Milieu savent que l'Union européenne, c'est pas vraiment mon truc. Donc, par ricochet, évidemment que je soutiens les agriculteurs et plus largement toutes les personnes qui subissent les délires politiques de l'Union européenne. On est plutôt d'accord là-dessus. Ça me semble assez logique. Mais ce que je trouve curieux, c'est qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de dire « je soutiens ». Je me positionne, j'en parle, quitte à dire exactement les mêmes choses que tout le monde, quitte à montrer exactement les mêmes vidéos, et parce qu'intellectuellement je vous respecte, je vois pas l'intérêt de faire ça. Très honnêtement, il y a plein de médias qui font très bien le boulot de couvrir en direct les événements, d'en parler, de dire c'est bien, c'est pas bien, chacun a son point de vue. Si je rajoute ma voix à la bagarre, j'ai pas l'impression d'être utile en fait. En tout cas, c'est pas la perception que j'ai du travail
que je veux faire avec Juste Milieu et que je pense faire depuis maintenant novembre 2020. Ça ne nous rajeunit pas. Donc c'est vrai que j'ai vu certains commentaires, que ce soit dans le chat, que ce soit dans les commentaires des vidéos YouTube, des replays du Juste Bistrot et tout ça. J'ai vu quelques commentaires de gens qui disaient « Rémi, il faut que tu parles des agriculteurs ». J'ai même vu quelqu'un dire « Ah, tu n'en as pas parlé, pourquoi ? C'est suspect ». Bon, je trouve que ce côté débat obligatoire nous ramène un petit peu dans la dynamique qui est celle des médias mainstream et que l'on veut fuir, sauf erreur, qui est des sujets dont on doit parler, des sujets dont on ne doit pas parler, et vous êtes suspect si vous êtes dans un camp ou dans l'autre. Et c'est vrai que ça ne m'intéresse pas, Je suis évidemment engagé sur ces sujets-là, mais de manière générale. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est obligé d'en parler, qu'il y a cette mobilisation-là, que j'en ai pas parlé dans des moments où il n'y avait pas de manifestation, que ce soit les dangers de l'Union européenne, que ce soit les questions de souveraineté, y compris alimentaire. Et je voulais vous partager mon point de vue là-dessus, qui n'est qu'un point de vue, c'est même pas un coup de gueule, mais juste pour vous dire comment je me positionne par rapport à Juste Milieu. Je pense pas être très utile, ni à votre cerveau, ni à votre cœur, en vous disant ce que vous avez envie d'entendre. Parce que sinon, tous les jours, je vais être là, Macron il est pas gentil, les agriculteurs, il faut les aider, machin, il faut les aider, machin, il est pas gentil. Je vois pas vraiment l'intérêt. Et ce qui ne m'empêche pas quand même de parler de ces sujets-là sur des angles différents, avec un traitement différent, qui est même parfois décalé. C'est-à-dire que vous le savez, j'aime pas parler en temps réel des sujets. J'aime bien prendre du recul, trouver des angles un petit peu différents et essayer de faire la différence comme ça. Mais c'est un choix éditorial. Donc dites-moi évidemment dans le chat ce que vous en pensez là-dessus. Je voulais vraiment créer la discussion plus qu'autre chose avec vous pour savoir ce que vous en pensez, savoir quel est votre regard là-dessus sur à la fois la situation et le traitement médiatique qui est fait de ces sujets-là, parce que j'ai vu des interventions honnêtement qui me rendent un peu dingo. Je peux vous montrer par exemple, on a eu celle de Michel Barnier, ancien négociateur européen au moment du Brexit, donc ancien cerveau utile de l'Union européenne, et qui a déclaré ceci, c'était il y a quelques heures. Vous trouvez d'ailleurs, je n'avais pas précisément prévu de rencontrer les agriculteurs qui manifestent, mais il faut prendre le temps de les écouter et de respecter et de comprendre cette désespérance dans beaucoup de régions françaises. Moi, j'ai beaucoup de respect infini pour les agricultrices et les agriculteurs, comme pour les pêcheurs d'ailleurs. Et il y a la question de la dermatose qu'il faut traiter, que la ministre traite correctement, objectivement et avec détermination. Les soutiens qui doivent être apportés, puis il y a ce problème ponctuel du Mercosur sur lequel c'est extrêmement clair que le gouvernement doit s'opposer en dehors des mauvaises manières de la Commission européenne. Je pense que ce type d'accord est d'une autre époque, d'un autre âge. Voilà, donc aujourd'hui vous avez même des gens comme Michel Barnier qui en viennent à se positionner à des fins qui à mon avis me semblent plus électoralistes qu'autre chose, contre les accords du Mercosur. Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit, ancienne petite main de l'Union européenne, je trouve ça assez dingo. Donc, pour vous dire qu'il y a aussi beaucoup de récupération politique, il y a aussi de positionnements assez caricaturaux là-dessus, et j'aime bien, avec Juste Milieu, vous proposer un pas de côté en permanence, que ce soit l'humour, que ce soit ne pas traiter du temps réel. Il y a un commentaire très intéressant dans le chat, Anarchy08 qui dit « D'accord, mais à ce compte-là, pourquoi parler de Maduro, vu que tout le monde en parle ?» Entendons-nous bien. Ce qui me semble être un problème, c'est pas de parler des sujets dont tout le monde parle. On est tout à fait d'accord que si demain, je sais pas, la France gagne la Coupe du Monde de football, là, en 2026, il n'est pas impossible que j'en parle, alors que tout le monde en parlera. C'est pas ça le problème. Ce que je pointe du doigt, c'est l'obligation d'un positionnement, dans un certain sens. C'est-à-dire que je suis dans les médias alternatifs, j'incarne un des médias alternatifs qui existent aujourd'hui, et dans les médias alternatifs, on doit dire ça, on doit dire ça, on doit dire ça. Et quand je vois des commentaires qui me disent « Rémi, tu parles pas des agriculteurs, t'as pas dit soutien aux agriculteurs », alors que je l'ai dit, mais c'est vrai que je ne le dis pas à chaque émission. C'est là-dessus que je dis, si c'est ce que vous attendez de moi, j'ai peur de vous décevoir, très honnêtement, parce que je pars du principe que déjà, ça s'entend au vu du travail de Juste Milieu, et que de manière générale, je vais pas répéter tous les jours les mêmes choses. J'ai pas besoin de dire à chaque émission soutien aux agriculteurs pour que vous puissiez y croire, pour vous faire plaisir d'une certaine manière. En tout cas, pour faire plaisir à ceux qui auraient envie de l'entendre. Et c'est là-dessus que je dis qu'il y a quelque chose qui commence à m'inquiéter un petit peu, c'est le positionnement obligatoire et la répétition des mêmes choses en permanence pour donner au cerveau ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Après, parler des mêmes sujets que tout le monde, on est tout à fait d'accord, ça, il n'y a pas de souci.
Mais c'est juste pour vous donner un peu mon point de vue là-dessus. Si jamais il y a d'autres situations qui se précisent de la sorte, au moins vous avez mon regard sur ça, et qui est peut-être pas le bon, mais qui permet voilà, de débattre. Jojo l'asticosauteur nous dit là-dessus: traiter l'information, oui, mais intelligemment, ça veut dire développer pour amener de la réflexion. On a qui d'autre? On a Stealth5 qui répond à Zabou 1961. Zabou 1961, justement, qui dit: la dermatose est une maladie bénigne, elle ne pose aucun problème, excuse pour massacrer des êtres vivants. Célix Alba qui dit: je vais rappeler ce que disait encore Pierre-Guillaume Mercadal, ils soutiennent tous les agriculteurs et quand il faut aller sur le terrain, ils ont tous piscine. Tout à fait d'accord avec ça. Le rat libre qui dit: c'est l'époque de la politique spectacle pour distraire le peuple pendant que la Commission européenne gouverne, que ce soit pour l'agriculture, l'industrie ou le reste. On en revient toujours à la question du Frexit qui est interdite dans le débat public. Merci à mon Hervéro pour le sub 28e. Moi, j'espère que tu vas bien. FFLNA qui dit: moi aussi, je suis pour que les extraterrestres arrêtent de voler le dimanche. Pourquoi pas. Donc voilà. Dites dans le chat, n'hésitez pas encore si vous avez quelques commentaires pour partager votre regard à vous sur cela. Donc, affaire à suivre. Et Cook54 qui dit: pour les problèmes de la paysannerie, je regarde souvent la chaîne Philippe est dans le pré. Donc voilà, ça aussi. Et c'est vrai que c'est le deuxième pan de ce que je voulais vous dire concernant la situation des agriculteurs. Mais ça, à la limite, c'est plus personnel. C'est plus personnel sur, je vous disais, un regard un peu philosophique tout à l'heure. Mais c'est surtout que j'ai pas envie de m'inventer des engagements. Alors, entendons-nous bien, que ce soit la situation des agriculteurs ou des situations de manière générale. De toute façon, je vous le dis souvent, ce truc-là de dire je suis pas un résistant. Je veux dire, j'ai mon cul dans une chaise sur Twitch. Ça coûte rien, d'une certaine manière, de dire soutien aux agriculteurs. Aller sur le terrain, c'est déjà autre chose. Il y a des gens qui, dans les médias aussi, qui vont couvrir sur le terrain, et c'est très bien, il y a déjà un engagement supplémentaire. Moi, vous dire soutien aux agriculteurs, d'une certaine manière, pour me donner bonne conscience, alors qu'en vérité, j'ai le cul dans ma chaise, je suis pas allé sur le terrain, je suis pas allé rencontrer des agriculteurs pour connaître la pénibilité de leur métier, donc je peux dire soutien aux agriculteurs pour me donner bonne conscience, mais au fond, c'est le même mécanisme psychologique que de donner au Téléthon. C'est-à-dire que bien sûr que c'est nécessaire, bien sûr que c'est utile, mais c'est d'abord utile pour l'individu qui donne en se disant je suis quand même quelqu'un de bien. Parce que j'ai donné à une association, parce que j'ai dit une phrase de soutien à un groupe, une idéologie, un mouvement, je ne sais quoi, ça fait d'abord du bien à soi. Et là-dessus, je préfère être tout à fait honnête avec vous et transparent, puis je trouve que c'est une discussion qui n'est pas inintéressante de dire: il y a l'engagement concret, l'engagement réel, l'engagement factuel, et il y a aussi l'engagement virtuel qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et sincèrement, si je ne me sens pas à l'aise de répéter tous les jours soutien aux agriculteurs, c'est aussi parce que j'adopterai un soutien de façade qui me semble malhonnête à un moment donné. Tu vois, c'est facile de dire: ah ouais, je suis à fond avec vous. Non, demain, s'il y a des tirs de LBD des policiers, c'est pas moi qui les prendrai dans la gueule. Donc, voilà, j'ai un soutien discret, j'ai un soutien, on va dire, intellectuel, et encore de manière très légère, mais je vais pas me raconter des trucs. Je vais pas vous dire, parce que j'en parle tous les jours sur Twitch, je suis le mec le plus engagé. C'est pas vrai. On va pas se raconter de salade. Donc c'est aussi parce que j'ai pas envie de vous raconter de salade par rapport à ça. Mais ça marche de manière générale. Je vous l'avais dit, on avait beaucoup parlé sur Juste Milieu de la question de l'euthanasie sans limite. Bon, je me mobilise avec les réseaux Juste Milieu, avec la relative force de frappe qu'on peut avoir, mais les gens qu'il faut soutenir, les gens qui s'engagent véritablement, sont les médecins sur le terrain, sont les associatifs, sont les gens qui font les manifs. Donc, ce qui me fait peur aussi, de manière plus générale, au-delà de la situation des agriculteurs, ce qui m'interpelle, c'est la capacité de ce genre de situation à nous donner bonne conscience sans faire grand-chose. Et la personne qui se donne bonne conscience, elle est aussi celle qui va faire des leçons. Tu sais, c'est souvent les gens qui se prennent pour des gros résistants qui vont pointer du doigt ceux qui n'ont pas mis le hashtag qu'il faut, tu vois. Donc, il y a souvent beaucoup d'esbrouf là-dedans et ça m'emmerde, pour tout vous le dire. Pour tout vous dire. Moi, tu vois, je vais pas le crier sur tous les toits, je vous en parle pas tous les jours, mais quand je fais mes courses, alors, en l'occurrence, j'habite en Suisse, donc j'achète des pays suisses, si tu veux. Donc, j'essaie de privilégier les circuits courts, privilégier produits et producteurs. Tous mes fringues, j'essaie d'acheter des trucs qui sont faits en France. Alors, c'est pas encore parfait, tu vois. J'ai des trucs, j'ai une chemise, c'est Levi's, c'est américain. Donc là, tu vois, je suce Donald Trump à volo, pas du tout. Mais tu vois, j'essaie de faire des petits efforts comme ça. Mais je vais pas crier sur tous les toits. Je sais qu'à la fois c'est risible et je sais qu'à la fois c'est une question d'ego. C'est moi et moi-même, d'un engagement que j'ai envie d'avoir, mais qui fait pas de moi non plus le roi, comment il s'appelle, François le Français, tu vois. Donc,
c'est aussi ça de manière plus générale qui m'interpelle avec ces mobilisations sur les réseaux sociaux, c'est que je fais quand même une différence entre l'engagement de terrain, l'engagement factuel et l'engagement facile à distance. On va dire, bon bah moi je suis dans un engagement facile à distance, donc je vais pas vous dire ça tous les jours pour jouer aux résistants. Comme dit, s'il y a des coups à prendre des matraques de CRS, je les prendrai pas. Donc souvent, le soutien s'arrête au coup de matraque, tu vois. Donc on va pas se raconter d'histoire. Donc voilà, vous avez l'entièreté du raisonnement pour cette situation-là et pour d'autres. C'est-à-dire, vous ne me surprendrez pas à prendre des positions faciles et inciter les gens à aller au charbon en disant « Ouais, allez manifester, faut renverser le pouvoir », alors que moi, je suis tranquillement en train de péter dans mon bain, tu vois. Non, ça non. Je préfère vous décevoir en étant transparent sur des engagements mesurés mais limités que faire semblant d'être un résistant à la con sur Twitch, tu vois. J'essaie voilà, d'être au clair là-dessus. Je prends vos petits messages. Il y a Cookverse qui dit de toute manière, tant que le Frexit n'est pas posé au cœur des débats, on continuera à avaler des couleuvres via les décisions totalement arbitraires de l'UE. Je suis plutôt d'accord avec ça également. Dans ton milieu, dit hop, mytho, la chemise c'est le Canada, motif bûcheron. Je suis déguisé en bûcheron canadien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc voilà sur cette situation. Les amis, on enchaîne parce qu'il y a pas mal de petits sujets aujourd'hui. On va partir dans plein d'endroits et on aura un documentaire histoire. Vous allez voir après sur un sujet brûlant, un sujet d'actualité, mais je trouve qu'il mérite quelques éclaircissements. Et on commence. Alors ça aussi, je vous avais dit que j'allais pas en parler tous les jours, mais il y a quand même une séquence, on est obligé d'en parler un petit peu. La journaliste Alba Ventura, donc qui est quand même sacrée pompe à vélo du monde des médias mainstream, qui est venue nous expliquer sur TF1 en direct que désormais, alors non seulement, on va parler du couple Macron, vous me voyez venir, non seulement Brigitte Macron est une femme ou un homme, c'est du complotisme, on n'a pas le droit de le dire, et maintenant, même l'écart d'âge entre Brigitte et Emmanuel Macron quand ils se sont rencontrés, même ça, on n'a plus le droit d'en parler. J'ai trouvé cette séquence assez sidérante, ça se passe de commentaires, mais je voulais quand même vous la montrer. C'était le 6 janvier sur TF1. On continue avec l'ouverture de la fenêtre d'Auvergne. Ça, c'est le journalisme TF1. Alors, on va pas en mettre une couche sur cette affaire, là encore, on en parle souvent, mais c'est vrai que c'est quand même la première fois. C'est pour ça que je voulais le souligner devant vous, les amis. C'est la première fois qu'on a une journaliste, en plus de TF1, donc c'est sérieux quand même, qui déboule en nous expliquant que même l'écart d'âge, t'as plus le droit d'en parler. Ouais, 14 ans, 39 ans, même ça, c'est bon. Elle dit faut avoir une vie emmerdante pour en parler. Faut avoir une gorge très large quand même pour sucer autant le pouvoir. Donc après voilà, chacun a des dispositions et du temps au quotidien ou pas. Mais c'est vrai que là, on a franchi un nouveau cap. Que, en tout cas, à ma connaissance, c'est la première fois que j'entends un journaliste nous expliquer que même l'écart d'âge devient problématique, voire complotiste. Donc bravo à Madame Alba Ventura. Je veux dire, on est passé de Lino Ventura à Alba Ventura. Bon. Qu'est-ce que tu veux ? Misère d'une époque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est bluffant. Donc évidemment, comme disait Eric Cantona, que j'aime citer, vous le savez, le poète Eric Cantona, Alba Ventura, je vous pisse au cul, évidemment, parce que si on en vient à un tel niveau de négation du réel, on nous expliquera bientôt que non, Bernard Madoff n'a pas détourné de l'argent, il s'en est juste servi pour se refaire les nibards. On ne sait pas, la négation du réel n'a pas de limite. Donc merci à Madame Alba Ventura d'aller se faire cuire le cul, évidemment, qu'elle ait le temps ou pas, qu'elle ait une vie emmerdante ou pas, c'est toujours un plaisir. Et dans une bonne cuisson de fesses, c'est toujours un régal. Merci à tous les amis, vous êtes déjà nombreux, de partout, de Facebook, Twitter, Twitch, la première des plateformes pour le Juste Bistrot, TikTok également, vous êtes nombreux, n'hésitez pas à tapoter, mettre les cœurs, tout ça, partager, vous abonner, c'est important si vous voulez aider le travail de juste milieu. On continue plein badin. Je sens que ça va être une belle année 2026. On va s'amuser, on va se fendre la gueule, de traiter toutes ces conneries, d'essayer de voir le réel autrement en se fendant la gueule. C'est le plus important. Plutôt que se miner la tronche avec tous ces sujets-là, essayons d'en rigoler. Voilà, dépêchons-nous d'en rire avant de devoir en pleurer. Et ça aussi, alors on ne sait pas si on doit en pleurer ou si on doit en rire. Le Parisien, vous avez sûrement vu passer cette image sur les réseaux sociaux. On a le Parisien qui nous explique. Alors j'aimerais que ce soit une blague, vous le savez, j'essaie de débouler dans le monde de l'humour. Là on fera pas mieux. Le Parisien essaie de nous expliquer dans son édition du 7 janvier 2026 comment marcher sur le verglas. La recommandation, c'est de marcher comme un pingouin. Voilà.
Il y a un visuel dans le journal, hein, c'est véridique. Regardez, donc à droite, c'est un pingouin. C'est vrai qu'on dirait Gabriel Attal, mais non, tu sais, Gabriel Attal qui ne fait jamais le ménage chez lui. Il est où le balai? Voilà. Non, là, c'est un pingouin. Là, c'est vraiment un pingouin. Et à gauche, c'est un monsieur, tout ce qu'il y a de plus monsieur. Alors, il est blanc. Peut-être qu'il y a quand même là une sorte de patriarcat blanc qu'il faudrait remettre en question, mais bon. Et il y a des conseils, en fait, c'est-à-dire sur le verglas, parce que le verglas ça glisse. Alors ça, ils ont encore la déontologie de pas te le préciser. Et tu vois, tu as des conseils. Buste légèrement en avant, mains hors des poches, bras un peu écartés, jambes légèrement écartées. Moi au début j'ai eu un doute parce que je me suis dit ce genre de recommandation posturale, est-ce que c'est pas pour avoir un poste de ministre? Ah oui, jambes légèrement écartées. Non, là c'est pour pas glisser sur le verglas. Pied en V vers l'extérieur. Voilà. Parce que c'est vrai que vers l'intérieur, déjà pour avancer, t'as l'air con. Donc là c'est vers l'extérieur. Et ils te disent, faut faire des petits pas et avancer le pied à plat en traînant la semelle. Voilà. Ça, c'est le journalisme. C'est le journalisme de qualité. Le Parisien, 17 millions d'euros de subventions publiques, le Parisien détenu par Bernard Arnault, évidemment, qui nous prodigue ses conseils pour éviter de glisser sur le verglas. Alors évidemment, on a hâte d'avoir le visuel. Comment ne pas être mouillé en temps de pluie? On a hâte. Vraiment, on va se régaler. Comment gérer une belle chiasse? Enfin, vraiment, c'est déclinable à l'envie. Donc n'hésitez pas. Voilà, les journalistes qui nous proposent ça et qui ont jugé que c'était de bon ton. Voilà, de bon ton, je ne parle pas évidemment de Roselyne Bachelot. Évidemment, merci au journalisme d'investigation. On a envie de dire, prends ça, Albert Londres. On a envie de dire, c'est vrai qu'il y a Ishigo Bankai 38 qui dit, on touche le fond. Qui pourrait être le titre d'ailleurs de l'autobiographie de Benjamin Griveaux, alors que pas du tout. C'est une réaction à ce que je viens d'évoquer dans le Parisien. Non, je pense pas qu'on touche le fond. Je pense qu'on a de la marge. Encore, vraiment, j'ai longtemps pensé qu'on touchait le fond. Sincèrement, on a de la marge. Vraiment, on est bien. Non, on est bien. T'inquiète, il gère les stocks. On va être pas mal. Donc c'est vrai que on est étonné de jour en jour. On est étonné de jour en jour, même si le Parisien publie parfois aussi des choses intéressantes. Vous verrez dans quelques minutes, je vous parlerai d'autres articles du Parisien qui ont été publiés aujourd'hui, le 8, peut-être pour ça, du 7 au 8, je sais pas. On va en parler dans quelques instants, mais en tout cas, ça m'a fait marrer, je voulais vous partager ça. Quand le Parisien nous apprend comment marcher sur du verglas. Ishigo Bankai 38 qui dit on creuse encore, on va finir par trouver du pétrole. Anarchy 08, après ça ne vaut pas les cours de conduite dans les DNA il y a 10 ans. C'est les dernières nouvelles d'Alsace, j'imagine. Oui, il y a de quoi faire. Vraiment, il y a de quoi faire. Mais c'est ce qu'on aime. C'est la France qui gagne. C'est la France qui nous régale. C'est la France du général. On continue et on reste chez le Parisien. 2 articles intéressants dans l'édition du 8 janvier du Parisien, comme quoi tout n'est pas acheté, voilà, tout n'est pas à jeter, même très précisément. On a 2 articles dans le Parisien dont je voulais vous parler, et le premier sur un volet plus international. On retourne du côté du Venezuela, c'est aujourd'hui page 8, donc cet article-là, dans l'édition du 8 janvier 2026 du Parisien. On retourne au Venezuela avec cette théorie qui est en train petit à petit de prendre de l'ampleur, la théorie d'une potentielle top. Alors non, Jean Castex n'est pas en vacances en Amérique latine. Non, pas du tout. Une potentielle top dans l'entourage de Nicolás Maduro au plus haut sommet du pouvoir vénézuélien, la thèse d'une top qui ne serait nul autre que le bras droit de Nicolás Maduro, qui a précisément pour l'instant le soutien de Donald Trump et de l'état-major américain. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cet article où on apprend déjà quelques détails supplémentaires sur la capture de Maduro, parce que c'est vrai que pour la petite parenthèse, cette histoire de capture de Maduro en moins de 20 minutes, et Maduro et sa gonzesse, tu te dis, putain, l'armée vénézuélienne, soit c'est la grande vadrouille, soit il y avait une histoire pour qu'il fasse rien. Mais quand même, on sait qu'il y a des membres de la garde rapprochée de Maduro, pour s'en prendre aux hélicoptères américains, ils ont tiré au pistolet. Donc je sais pas si t'as déjà essayé de faire pipi sur un coffre-fort, mais ça fait rien. Ça, tu ne braqueras pas la banque. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de doutes là-dessus.
Alors, on a là encore les détails petit à petit fuite. On apprend qu'il y aurait quand même une quarantaine de soldats morts. Alors, on ne sait pas si ce sont des Cubains, il y a des Vénézuéliens. Les infos, enfin les médias américains lâchent les infos petit à petit. Il y a une véritable maîtrise là-dessus, ce qui renforce la thèse sur le fait que tout est loin d'être dit sur cette histoire aux États-Unis. Pour ça que je fais quelques vannes, mais il y a quand même potentiellement des morts. Hein. On parle entre 40 et 100 côté militaire vénézuélien. On ne sait pas vraiment, en fait. On ne sait pas vraiment. Donc, la propagande américaine est à fond. Hein. Ils ont activé tous les curseurs. Ils maîtrisent complètement l'information. Donc, il faut être prudent aussi là-dessus. Je vous disais tout à l'heure, le commentaire du réel en train de s'écrire, le commentaire d'une actualité en train de s'écrire, il faut toujours être prudent. Parce que je peux vous dire quelque chose aujourd'hui qui sera invalidé dans 3 heures, donc il faut être prudent. Je préfère insister là-dessus, de vous dire attention, voilà, tout n'est pas définitif, et puis surtout dans un contexte où tout nous est raconté par les médias américains, eux-mêmes soumis au pouvoir américain, donc on est dans une fenêtre de propagande dont il faut absolument se méfier. Donc autant je vous lis quelques éléments d'informations supplémentaires que nous pouvons avoir, autant il faut être prudent parce qu'on sait que les Américains et la propagande, c'est comme Palmade et les Peugeot, c'est une histoire d'amour. Donc le Parisien du 8 janvier 2026 nous donne quelques éléments supplémentaires. On a, donc je vous lis quelques paragraphes pêle-mêle, il y a beaucoup de choses très chouettes. Hein. La mission a nécessité, donc pour capturer Maduro, des mois de planification et des répétitions minutieuses. Des agents du renseignement américain épiaient depuis août le moindre geste de l'héritier du Hugo Chavez. En complément, une flotte de drones furtifs assurait une surveillance quasi constante du Venezuela. On a eu, il y a ce paragraphe également qui nous dit « Le fils du dirigeant arrêté, le parlementaire Nicolás Maduro Guerra, a déclaré dans un message audio que l'histoire dira qui étaient les traîtres en réponse aux rumeurs autour d'un espion présumé. D'après le New York Times, une source de la CIA au sein du gouvernement vénézuélien a surveillé les déplacements de Nicolás Maduro dans les jours et les instants précédant l'opération. On ignore encore comment l'agence a recruté cette source vénézuélienne, mais le gouvernement américain offrait une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à la capture du président. » Donc, aujourd'hui, les soupçons les plus importants qui pèsent sont dirigés sur une certaine Delcy Rodriguez, qui n'est autre que la politicienne vénézuélienne qui aujourd'hui a tout le soutien des Américains, qui est celle qui a été nommée pour gérer la transition et qui semblerait avoir des chances de prendre officiellement la suite de Nicolás Maduro. Je vous lis ce que nous dit le Parisien. Si nous dressons une liste des suspects, de ceux qui ont changé de camp ou qui tentent de survivre non seulement personnellement mais aussi politiquement, Delcy est la première sur la liste, estime Jesús Núñez Villaverde, co-directeur de l'Institut d'études sur les conflits et l'action humanitaire sur le site espagnol La Sexta. Fidèle parmi les fidèles du régime chaviste, c'est elle que Maduro envoyait aux États-Unis ou au Qatar pour négocier. En a-t-elle profité pour proposer d'être sa remplaçante? En tout cas, elle a fait passer des idées, avance Nelson Castellano Hernandez. En octobre, le Miami Herald, donc un autre journal américain, révélait des tractations secrètes entre les États-Unis et des responsables du gouvernement vénézuélien, Delcy et Jorge Rodriguez en tête, sous la médiation du Qatar. Selon le quotidien, 2 propositions ont été présentées à Washington en avril et en septembre. Elles listaient des noms pour assurer la gouvernance sans Maduro au pouvoir, parmi eux celui de Delcy Rodriguez. Les scénarios évoquaient un exil de Maduro au Qatar ou en Turquie, ou encore un abandon des poursuites pénales contre lui. Ils ont lâché Maduro symboliquement pour que le reste tienne, constate Laurence Debré. Et c'est vrai que cette fameuse Delcy Rodriguez dont on parle, elle a complètement changé de position ces derniers jours, car pour vous dire, hein, je vous lis là encore ce que nous dit le Parisien, en 24 heures, elle a complètement changé de position. C'est-à-dire que samedi, elle a, donc Delcy Rodriguez, exigé la libération immédiate de Maduro et l'assurer de son soutien inconditionnel. Le lendemain, dimanche, le ton changeait radicalement. Elle a déclaré « Nous invitons le gouvernement américain à travailler conjointement à un agenda de coopération ». Donc, je vous ai lu plusieurs passages de cet article pour avoir vraiment tous les éléments en tête. Et on voit que, comme dit, il faut être prudent sur la nature des sources, la nature des informations et la propagande américaine qui se déploie petit à petit, mais cela ne semble absolument pas déconnant. La grande spécialité des Américains, c'est de placer dans certains pays, beaucoup en Amérique latine et en Amérique du Sud,
des dirigeants qui donnent l'impression d'une alternance démocratique et qui en vérité sont des toutous, des pantins du pouvoir américain. Aujourd'hui avec Delcy Rodriguez, on a quand même ce lourd soupçon qui pèse sur son joli minois, mais affaire à suivre, on ne sait pas. Je veux dire, on est qui pour mettre en doute la géopolitique américaine ? Vous pouvez me le dire, ça ? On est qui pour mettre en doute l'information du Parisien ? Les mecs nous apprennent quand même à marcher sur le verglas. Donc ce qui est écrit dedans, à mon avis, c'est la vérité. Mais je trouve que cette théorie, qui reste une hypothèse pour l'instant, je trouve cette hypothèse plutôt intéressante parce qu'elle semble confirmer le scénario d'une transition parfaitement maîtrisée par les Américains, avec l'hypothèse, là encore, même la sous-hypothèse d'une taupe qui aurait été recrutée au sein même du pouvoir vénézuélien, d'où une réaction plutôt légère des forces armées, et d'où une transition politique quasi immédiate, où on a d'un côté Machado, la prix Nobel 2025, qui était plutôt attendu, qui s'est fait écarter rapidement, et on a cette Delcy Rodriguez qui semble tenir la corde de manière assez claire. Alors on verra si des élections sont organisées ou non, normalement oui, on verra un petit peu ce que ça donne. Affaire à suivre là-dessus, les amis. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que vous considérez que cette femme soit véritablement une opposante aux Américains et que Trump maintienne une véritable alternance, ou est-ce qu'on est dans la propagande et l'ingérence américaine ? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez sur ce point-là. Tac, on a qui intervient. Il y a Zabou 1961 qui dit CIA, MI6, Mossad agissent partout, souvent sous fausse bannière. On a qui d'autre ? Il y a du monde sur TikTok, merci les amis, vous êtes bientôt une centaine, n'hésitez pas à tapoter et à vous abonner à Juste Milieu, merci les copains, ça fait plaisir, allez-y plein badin pour nous aider si vous aimez le boulot, si ça vous plaît. Il y a Stealth5 qui dit tu parles de top et de pingouins, c'est une émission animalière, ouais, tout ça animé par un pangolin, t'imagines. Assassin Crétin nous dit elle est passée de qu'ils viennent à je partage mon Nobel en un tweet de menaces voilées. Laura Libre dit « Je me demande surtout, après que les USA aient mené une opération militaire spéciale contre un État souverain, si l'UE va geler les avoirs américains. » Très bonne réflexion, très bonne réflexion Laura Libre, je suis complètement d'accord avec toi, ça fait avancer le schmilblick, et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que quand on fait le parallèle avec ce qui s'est passé en Russie, c'est bluffant, c'est vraiment bluffant, cette mauvaise foi occidentale de tous les médias soumis aux ordres qui nous ont expliqué que la Russie, le grand vilain, et qu'on ne pouvait pas envahir un territoire indépendant, on ne pouvait pas mener une telle ingérence. Et aujourd'hui, tous ces clébards se couchent devant ce que font les Américains. Et c'est vrai que le parallèle du gel des avoirs russes placés dans les banques occidentales, un gel qui est tout à fait problématique, qui a déjà eu des conséquences, c'est que on sait que, aujourd'hui, il a été observé par de la presse économique notamment, il y avait eu quelques articles à ce sujet, que des grosses fortunes notamment d'Asie du Sud-Est, hésitaient à placer leur argent dans des banques européennes, parce que si du jour au lendemain, on gèle votre argent, donc le gel des avoirs, c'est-à-dire vous mettez, 1000 euros, alors à mon avis, là, c'est pas 1000 euros, mais tu mets 1000 euros sur un compte dans une banque en Espagne, et du jour au lendemain, l'Espagne te dit, non, finalement, on garde votre pognon, on vous le confisque, parce que vous n'avez pas été gentil avec votre concierge. C'est exactement ce qu'ont fait les banques européennes de certains pays. Bon, et bien là, effectivement, Laura Libre, je te rejoins complètement, il n'y a personne qui vient exiger le gel des avoirs américains dans les banques du monde entier, eu égard à ce qu'ils ont fait au Venezuela. Donc c'est assez effrayant de mauvaise foi, mais c'est ce qu'on appelle l'ordre du monde. Voilà, c'est ce qu'on appelle la démocratie, les droits de l'homme, tout ça. Baldacat nous dit, on est encore dans une mauvaise pièce de théâtre, rien de neuf sous le soleil. FFL Anna dit, les ricains, ils nous dominent, même si Rambo, il a pris un coup de vieux. Ça c'est vrai. Anarchy 08, mais c'est confirmé la top. Sinon, comment ont-ils eu les plans ? C'était une mission trop rodée. Plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, il y a eu des infos de l'intérieur. Maintenant, ne sous-estimons pas la capacité de la CIA à avoir placé des bonhommes. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi que la piste semble à peu près officielle. Mais dans quelle mesure et avec qui, c'est encore peut-être là qu'il y a du doute. Hervéro nous dit, je pense que c'est encore plus compliqué que ça, notamment pour le pétrole. Il faut investir 184 milliards de dollars pour mettre les capacités de production de pétrole à jour. Il y a sûrement autre chose. Alors, est-ce que tu peux me dire d'où sort ce chiffre des 184 milliards de dollars, mon Hervéro, parce que je ne l'ai jamais entendu. Donc je suis plutôt curieux, si tu as une source par rapport à ça.
FX Flamby nous dit d'habitude la CIA ne fait pas griller la couve de leur top en 4 jours, ce serait peut-être plutôt une deuxième déstabilisation pour une personne qu'ils ne désiraient pas en finalité, pour qu'elle se fasse lyncher par son propre camp. Ensuite, comme tout, la vérité sera plus discernable avec le temps qui passe, ne soyons pas trop hâtifs, jeune hobbit. Twitchatch nous dit, as-tu vu Trump qui se fout de Macron et l'a contraint à acheter les médocs américains 4 fois plus cher? Oui, j'ai vu passer cette séquence, mais moi, le comportement de Trump là-dessus, bon, je pense que vous commencez à connaître mon point de vue, mais pour le rappeler, le comportement de Trump, si vous voulez, pour moi, Trump fait du en même temps avec une plus grosse armée. C'est-à-dire que on se fout de la gueule de Macron qui dit tout et son contraire à longueur de journée, et c'est évidemment pénible, c'est évidemment n'importe quoi, et on ne peut pas ériger ça en méthode de gouvernance, mais regardez aujourd'hui l'action de Donald Trump, ne serait-ce que depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, c'est une succession de promesses, c'est une succession d'engagements qui parfois sont tenus, mais pas tenus. Le comportement américain, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, Emmanuel Todd avait parlé dans son livre « La défaite de l'Occident », il avait parlé d'une géopolitique gender fluide. C'est-à-dire les Américains, le lundi, ils sont copains avec toi, et en fait, le mercredi, ils te mettent des taxes de douane, puis en fait, le vendredi, ils sont copains, puis en fait, le dimanche, ils vont te prendre un territoire. Bon, bah, je crois que Donald Trump incarne, comme Biden l'incarnait à sa manière, avec d'autres discours, d'autres promesses, tout ce que vous voulez, mais ils incarnent cette instabilité américaine qui n'a qu'une seule ligne directrice, c'est l'impérialisme. Et puis parfois ils sont gentils, parfois ils sont pas gentils. Mais cette séquence de Trump, alors je peux vous la diffuser pour ceux qui ne l'auraient pas vue, cette séquence de Trump, elle a déjà été contredite par l'émissaire américain Steve Witkoff qui a fait une intervention sur la France et il a dit que Macron était un super mec. Donc en permanence, il souffle le chaud et le froid, mais à titre personnel, là encore, ça n'est que mon avis, moi je considère que c'est une forme de mensonge, c'est une forme de tromperie, mais que ce soit Macron, Trump ou mon boulanger, c'est la même chose, c'est que ça n'est pas tenable. Là encore, on est dans l'inversion des valeurs. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Je veux dire, si vous rencontrez quelqu'un dans la vie qui, le lundi, vous dit tiens, bah, mardi, je vais te donner 20 € parce que t'es gentil. Puis tu retournes le voir mardi et il te dit non, mais en fait, j'ai oublié de te dire, tu me dois 20 €, sinon je vais péter ta voiture. Bon, ben, t'as pas envie de faire confiance à ce genre de type. Donc, que ce soit Macron ou Donald Trump, l'instabilité de la parole, le fait de ne pas être crédible, le fait d'être un menteur, en vérité, un manipulateur, mais moi, je trouve pas que ce soit sain. Donc, après, on aime les idées de Trump ou pas, chacun aura son point de vue là-dessus, mais ça me semble problématique, quel que soit le personnage. On ne peut pas avoir confiance. Et quand les enjeux sont aussi importants, j'ai du mal, si vous voulez, à dire oui, ok, le en même temps, c'est un mensonge érigé en méthode de gouvernance, mais en fait, c'est cool parce que Macron, il est sympa, ou Trump, ou je ne sais qui. Non, je ne trouve pas ça digne de confiance. Donc, regardons l'intervention de Donald Trump, c'était le 7 janvier, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it, be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Emmanuel. You know Emmanuel Macron? I love the French accent. Emmanuel. They said, listen, you're going to have to raise your prices a little bit because we're paying 14 times more than you. That's a lot, right? Emmanuel goes, no. We will not do that. Yes, you will, Emmanuel, 100%. Because I was told they wouldn't do it. You're going to do it and you're going to like it. They go, I don't understand. I've told you 5 times, why do you keep saying you're going to do it? Because I'm always right about, Trump is right about everything, right? If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, and putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes. No, you cannot do that. I said, I can do that, and I will do that. Even for national security, I'll do that, but this is for medical security. Whatever you want, Donald, please.
Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Voilà, donc évidemment que on est partagé face à cette séquence, parce que même moi j'ai envie de vous dire, bon bah s'il humilie Emmanuel Macron, ça fait plaisir, c'est plutôt cool, mais pour moi c'est pas Donald Trump qui m'intéresse, c'est pas cette séquence-là, c'est comment se matérialise l'impérialisme américain, et comment se matérialise notre soumission. On réunit beaucoup de sujets aujourd'hui, mais pleurer le sort des agriculteurs et d'une certaine manière bander sur l'action de Donald Trump aux États-Unis, c'est parfaitement antinomique. Vous ne pouvez pas, enfin ça n'est pas cohérent, si vous voulez, c'est quoi, c'est la fameuse phrase, c'est pleurer les conséquences dont on chérit les causes. On ne peut pas adorer Donald Trump et s'étonner que des secteurs entiers de notre économie poussent des gens à se suicider. Si l'Union européenne, je rappelle que, ayons de la mémoire, regardons dans le rétroviseur, l'Union européenne est un projet éminemment américain, éminemment piloté depuis les États-Unis, avec des gens qui ont été leurs marionnettes, leurs outils, comme Jean Monnet, Robert Schuman et consorts. Donc, quand on se veut souverainiste, quand on veut avoir une certaine tendresse à l'égard du projet politique souverainiste, qu'on connaît l'histoire, en tout cas qu'on accepte le fait que l'Union européenne soit un projet de salope qui avait pour ambition dès le départ de nous humilier, de nous soumettre, voire de faire de nous une colonie. C'est ce qu'a été l'Italie pendant des années au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'a failli être la France si le général de Gaulle ne s'était pas levé. Je rappelle la déclaration, et c'est Alain Peyrefitte, sauf erreur, qui le rappelle, dans le livre C'était de Gaulle, pour la commémoration des 20 ans du débarquement en 1944, de Gaulle ne souhaitait pas s'y rendre, il n'a jamais commémoré le débarquement, parce qu'il dénonçait le débarquement comme une forme de deuxième occupation après celle des nazis. Donc, si vous voulez, moi, les souverainistes, les amoureux de Gaulle, ceux qui aiment la France, qui veulent le retour de la France éternelle, et qui se tripotent la zigounette sur les déclarations de Donald Trump, je trouve que ce sont des gens contradictoires. Après, chacun a son avis, chacun a son point de vue, et je le respecte. Mais je ne comprends pas comment c'est possible, si vous voulez. On est dans la logique du pompier pyromane. Donc je ne comprends pas comment c'est cohérent de dire « Oh, vous avez vu, Trump, il a humilié Macron. » Oui. Mais en fait, Trump est dans cette longue tradition de dirigeants américains qui humilient la France depuis des décennies et qui font que nous en sommes là et qui font qu'aujourd'hui, c'est bien, on peut dire soutien à nos agriculteurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non pas que j'ai raison, c'est pas ma posture qui est la bonne, chacun a la sienne, on s'en fout. Mais c'est juste que j'essaie d'être cohérent. Et moi, dire soutien aux agriculteurs, dire faut pleurer parce que des agriculteurs se suicident, évidemment qu'il faut pleurer, évidemment que c'est dramatique. Mais à cause de quoi ? Ah oui, l'Union européenne, d'accord, mais ça vient d'où l'Union européenne ? Ah ouais, mais en fait, nous, il nous faudrait un Trump français. Ah d'accord, donc en fait, vous voulez le problème, si tu veux, vous voulez le problème qui fait que vous pleurez aujourd'hui. Donc, c'est ça qui me semble assez fou aujourd'hui, c'est qu'on a un retour du discours conservateur qui prétend être souverainiste, qui prétend organiser le retour de la France éternelle et d'une France forte, et qui dans le même temps salue l'action américaine. Il n'y aura pas de France forte avec une soumission aux Américains. C'est une évidence. Depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la géopolitique, l'ordre du monde s'est reconfiguré de sorte à ce qu'il n'y ait pas de puissance, en tout cas sur des territoires qui étaient dans l'ère d'action américaine, il ne peut pas y avoir de puissance supérieure aux États-Unis. C'est le principe de la doctrine Monroe, on va en parler dans quelques minutes. C'est le principe même dans l'ère d'action des États-Unis, là où ils ont une capacité à intervenir militairement, idéologiquement, culturellement, tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas de pays plus fort que les États-Unis. Donc, quand on vous vend à la manière d'une Knafo, d'un Jean-Philippe Tanguy, quand on vous vend, comme certains politiciens français, le retour d'une France forte, tout en fantasmant l'action de Donald Trump, ce sont des gens qui sont parfaitement contradictoires. Il n'y a pas de souverainisme dans une cellule de prison, autrement dit. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Je prends vos messages dans le chat, savoir ce que vous en pensez sur ça.
Je digresse un petit peu, mais ça vient de la déclaration de Trump, et ça me fait plus rire, ça me fait plus vraiment rire, à vrai dire, parce que c'est le symbole de cet impérialisme-là, et il faut le remettre dans un contexte qui me semble un petit peu plus large. 974, Papang nous dit « Il nous faut un pouvoir international fort basé sur les valeurs de respect, environnement humain et des pouvoirs locaux indépendants. » Baldacat, ils ne se sont pas cachés depuis le début, le débarquement s'appelait Overlord. Effectivement, l'opération Overlord, on rappelle que Overlord en anglais, ça veut dire suzerain. En plus, c'était écrit dessus, tu vois. Ils se sont pas fait chier. Célix Alba nous dit « Il est possible que ça vienne de cette haine viscérale pour Macron, mais effectivement, ça n'a pas de cohérence. Dans ton milieu, nous dit « N'oublions pas Wauquiez et gaulliste. » Ça, c'est vrai, putain. C'est vrai. Tu fais bien de le rappeler à chaque fois, ça me fait mal. Twitch Hatch, non, je me bricole pas sur Trump. C'était juste qu'on allait encore dérouiller et crever sans médoc pour que le champagne puisse s'exporter. Il y a plus de saison qui nous dit « Trouver ce que Trump fait pour les USA très bien ne veut pas dire que l'on approuve ce que fait Trump à l'international. » Flatipus nous dit « Foutu pour foutu, autant devenir le 51e État des États-Unis ou alors se fondre dans la Chine. » Assassin crétin, et ça fait autant chier à gauche qu'à droite, c'est taxe, ça me fait encore plus penser que c'est vrai. 974 Papang, ils veulent une France forte, probablement comme Trump avec les US. Jojo l'asticot-sauteur, malheureusement America First n'est pas compris par tout le monde. Ravnos32, je me pose une question, est-ce que la prise du Venezuela n'est pas une anticipation des USA face aux BRICS et leurs ressources? Pourquoi pas, c'est intéressant aussi comme grille de lecture. Et Kundune73 qui dit l'avantage de Trump, c'est qu'il montre le vrai visage des USA. Il massacre 60 ans de propagande américaine qui dit que les USA sont les gentils. Plutôt d'accord avec ça. Vous le savez à quel point je l'apprécie et j'admire son travail. Pierre-Yves Rougeron est intervenu récemment là-dessus. Toujours sur le Venezuela, on est sur la question géopolitique. On va avancer après vers d'autres thématiques. Il y a une petite séquence qui tourne, c'est une intervention de Pierre-Yves Rougeron sur le Venezuela. C'était sur le plateau de Choc du Monde sur TVL. J'aime beaucoup cette séquence, j'aime beaucoup Pierre-Yves Rougeron. Donc on va écouter ça pour avoir une analyse supplémentaire et ensuite on ira sur la question des coupeurs de feu. Vous allez voir. Elle avait des organes de gestion de la rente pétrolière. Et avec cette rente, elle a importé tout. Parce qu'elle voulait pas produire. Chavez tombe là-dessus. Tombe sur ça qui lui préexiste. C'est pas lui qui a créé ce système-là. Et donc, il essaye de diversifier l'économie comme il peut. Tu vois, mais quand une bourgeoisie veut pas bosser et que l'État est pénétré de ses fils, des fils d'une bourgeoisie qui veut pas bosser, on connaît bien le problème en France, c'est problématique. Or, le souci, c'est que quand tu es face à un État qui vit de cette manière-là, le moyen le plus simple de mettre toute la population à un genou et d'importer de l'inflation et de détruire ce circuit d'importation parce que résultat, tu fais augmenter les denrées par le marché noir et donc tu vas importer de l'inflation de manière dramatique, plus les bêtises, souvent post-Chavez, puisque Maduro n'est pas aussi doué que Chavez, c'est indiscutable. Néanmoins, le fait de pas être doué, je veux bien qu'on enlève tous les gens qui sont pas doués, mais alors j'ai une liste. Si quelqu'un, d'ailleurs, Dimitri Medvedev avait dit qu'il allait commencer par Merz, si quelqu'un veut enlever Macron, parce que si on enlève tous les gens pas doués, en parlant de Macron, si on enlève les gens pas doués, j'ai une liste à te donner. Donc pour des kidnappings. Tu vois. Alors, non mais je termine en une phrase sur ta question. Toutes ces atteintes au peuple vénézuélien n'ont pas empêché Sarah Knafo de dormir, n'ont pas empêché Eric Brunet de dormir. Je pense que quand on n'a rien compris à la guerre froide, qu'on ne comprend rien à la multipolarité, on devrait avoir la délicatesse peut-être de parler d'autres sujets. Et quand on est aussi un représentant français, on devrait peut-être éviter de juger un État non pas sur sa réalité, non pas sur les intérêts de la France, mais sur les intérêts d'autres pays chers à son cœur, qui ont des problèmes avec le pays en question. Je pense que dans le cas de Sarah Knafo, c'est ça qui se pose. Voilà, donc j'ai bien aimé cette intervention de Pierre-Yves Rougeron, une fois de plus, en complément de tout ce que nous nous sommes dit jusqu'à présent. Donc voilà, pour ce volet géopolitique international, sans nul doute, on y reviendra dans les jours qui suivent. Donc voilà un petit peu les copains là-dessus. On va enchaîner, on va revenir aux Parisiens d'aujourd'hui. Il y a eu des beaux articles. Ça m'a plu et je vais peut-être vous faire découvrir quelque chose. Aujourd'hui, dans un contexte qui n'est pas rigolo, c'est celui évidemment du drame de Crans-Montana. On le redit, on a évidemment une pensée pour les familles des victimes, les familles des blessés, de toute évidence. Et on a un article du Parisien qui part de ce contexte-là, mais qui surtout met en avant une drôle de pratique.
une drôle de pratique, mais je trouve ça chouette parce que ça va nous permettre de reparler de complotisme, ça va nous permettre de parler de médecine, et ça va nous permettre de peut-être découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. En tout cas, j'en avais entendu parler, je ne suis pas non plus un expert de la chose, mais je trouve ça assez chouette et très intéressant. Donc, quel est cet article ? Les coupeurs de feu sollicités à Crans-Montana. C'est le titre de ce qui a été publié dans Le Parisien. Je vous lis le chapeau. Dans la détresse, des proches et des familles des blessés de l'incendie aux Constellations en Suisse, dans la nuit du réveillon, font appel à eux pour soulager brûlures et douleurs. Écoutons ce que nous dit Le Parisien. Parce que Le Parisien, c'est la parole officielle, c'est les médias mainstream, donc ce qui est écrit, c'est vrai. Écoutons ce que nous dit Le Parisien pour décrire ce que sont les coupeurs de feu. Ces dénominations évoquent un folklore d'un autre temps, mais ces guérisseurs ont des applis mobiles, officient sur WhatsApp ou proposent leurs services sur TikTok pour soulager à distance les brûlures et les douleurs des blessés. Ils ont été largement sollicités après l'incendie dans le bar Le Constellation à Crans-Montana la nuit du 31 décembre qui, selon le dernier bilan, a fait 40 morts et 116 blessés. Pour atténuer les douleurs, pour couper les brûlures, c'est-à-dire pour baisser leur intensité, nous agissons en complément de la médecine, pas à la place d'eux, insiste de son côté Claude-Alain Bichnow, autre coupeur de feu du canton. Ce quadragénaire recense près de 40 demandes en lien avec l'accident. Georges Delalloy raconte qu'il récite des intentions, sorte de prière transmise par son frère mort en 1979. Pour le feu, on invoque Saint-Laurent. Claude-Alain Bichnow, informaticien dans le civil, évoque une intention moins connectée à la foi catholique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de coupeur de feu ? Pour dire les choses de manière finalement assez simple, ce sont des gens, des personnes lambda, comme vous et moi, qui ont une capacité que la science n'explique pas. Donc si on a des fact-checkers qui passent dans le coin, à mon avis, là, ils vont avoir de l'urticaire sur le cul. Mais c'est une capacité que ces gens ont pour soulager des brûlures qui même parfois peuvent être très graves. En l'occurrence, dans le contexte de Crans-Montana, vous imaginez que on a des blessés très graves et qui ont recours à des solutions. Et les coupeurs de feu peuvent incarner ce genre de solution. Donc, vous avez des personnes qui vont faire ce qui s'appelle des intentions, donc là encore, ça peut être plus ou moins relié à la religion ou pas forcément, et qui vont réussir à soulager ces brûlures. Mais ce qui est très intéressant, et il n'y a pas longtemps, je lisais un bouquin qui évoquait ça, d'ailleurs, un livre qui s'appelle « Après » de Stéphane Alix, je vous en parlerai d'ailleurs à l'occasion. Ce qui est très intéressant, c'est que les coupeurs de feu travaillent beaucoup plus en Suisse qu'en France d'ailleurs, avec des hôpitaux. C'est-à-dire que ça peut sembler saugrenu. Ce que je vous raconte là, on pourrait dire, oulala, attention, c'est du complotisme, c'est n'importe quoi, la science ne le prouve pas. Mais la réalité du terrain, c'est que vous avez des personnes qui sont réellement soulagées. Vous avez des personnes soit blessées, victimes de brûlures très graves, ou soit des personnes qui vont se faire une brûlure du quotidien. Tu mets la main sur la plaque, une connerie. Eh bien, vous avez des gens qui ont mal, qui sont dans la douleur, qui subissent des douleurs à cause de leur brûlure. Après une intervention d'un coupeur de feu, vous avez des personnes soulagées. En tout cas, dont la douleur a été réduite. Donc, ce qui est très intéressant avec ce sujet-là, on part du drame de Crans-Montana, mais ça nous permet de revenir à une réflexion plus large, qui est de dire, et on se rappelle la période du Covid évidemment, aujourd'hui tout ce qui est défoncé, les médecines alternatives, tout ce que vous voulez, en gros les médecines que la science n'explique pas ou que des fonds privés ne financent pas, on va dire. Eh bien, toutes ces questions-là, aujourd'hui on les a mises à la poubelle. Dans un monde d'ultra-rationalisme, c'est-à-dire qu'il y a ce que dit la science, ce que prouve la science, le reste, merci, au revoir. Avec la question des brûleurs de feu, et qui est mise au premier plan par rapport au drame de Crans-Montana. Vous avez des hôpitaux en Suisse qui sont quand même pas des hôpitaux de tarés. Je veux dire, on a le CHUV à Lausanne, on a des hôpitaux comme ça, qui sont pas réputés pour être dans la médecine de fous furieux, à tester des pratiques complètement cons. Si vous avez des hôpitaux en Suisse, et même en France aussi, qui font appel à des coupeurs de feu, c'est qu'il y a derrière une efficacité. Même si on veut pas utiliser le mot efficacité parce que ce serait du complotisme, on a des personnes qui sont soulagées de leur brûlure. Et n'est-ce pas le rôle de la médecine que de prendre un individu, de le soulager et de le remettre dans la vie ? Et c'est vrai que je trouve ça assez passionnant comme question, parce que ça nous renvoie face à beaucoup de choses, et ça nous renvoie aussi face à ce que la science n'explique pas forcément. Mais si le but de la médecine est de soulager des individus avec des méthodes qui ne leur feront pas plus mal que ce qu'ils ont déjà, mission accomplie.
mission accomplie d'une certaine manière. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que la presse suisse en a beaucoup parlé et vous avez quelques articles en France, La Croix également, qui a titré là-dessus, qui sont les coupeurs de feu auxquels font appel certains hôpitaux. Donc c'est un sujet qui revient pas mal ces derniers jours forcément, et je trouve ça très intéressant, ça met face à certaines certitudes, ça vient tordre le cou d'ailleurs à certaines certitudes, et pour rappeler que des hôpitaux aujourd'hui font appel à ce qui peut sembler tout à fait surprenant, mais qui permet de soulager les gens. J'ai un petit reportage, alors je lis, il y a quelques messages déjà dans le chat, il y a des témoignages très intéressants que vous avez dans le chat les amis, je lis vos messages. Il y a Ludo Startup Now qui dit: en Suisse, ces pratiques sont plus acceptées par les médecins. En France, l'ordre des médecins se prend pour Dieu. Les pratiques naturelles sont documentées et testées dans des essais cliniques modernes et montrent leur efficacité, mais en France, c'est tabou. Salsora 44 qui dit: bien sûr ce n'est qu'une parmi d'autres médecines parallèles. Tout à fait, c'est vrai que plus qu'alternative on peut parler parallèle à la limite. Zabou 1961 nous dit: le CHU de Besançon sollicitait une dame de ma campagne haute-saônoise dans les années 90 pour intervenir auprès des cancéreux, j'en étais témoin. Renard 83 nous dit: non, c'est pas du placebo, des soins peuvent fonctionner sur des animaux, j'ai vu personnellement une personne soignée à distance. Hervéro: je me suis renversé une casserole de lait bouillant dessus quand j'avais 3 ans. Village de 15 habitants perdus en Lozère, le grand-oncle de ma mère était coupeur de feu et habitait dans le village, j'ai jamais eu de cicatrice ni rien, le médecin n'a pas été étonné, j'ai jamais douté. Antoine Job: je me suis brûlé grave quand j'étais petit et les grands-parents en avaient fait venir une, mes parents étaient choqués. Vivilulu 68, une seule question, quelle force spirituelle derrière cela? Dans ton milieu, c'est débile de dire que c'est pas de la science, peu importe, l'effet placebo est reconnu par les instances. C'est intéressant parce que je vous ai jamais trop parlé de ces sujets-là. Je vous avoue que ça m'intéresse beaucoup. Pas seulement la question des médecines parallèles, mais la question aussi comme ça de ce qui pourrait s'appeler des pouvoirs d'une certaine manière. Je trouve ça assez passionnant en fait de ce que notre rationalisme, notre matérialisme n'explique pas forcément. Et je trouve que ce sont des sujets assez passionnants. J'aime bien m'intéresser à des choses qu'on ne comprend pas et qu'on n'est pas en mesure de comprendre, qu'on peut rejeter à la manière d'un fact-checker, tu vois, qui se contente de ce qu'on lui demande de dire et qui se contente de ce que la science prouve. Mais si on en restait à ce qui a été prouvé, ou ce qu'on a pensé être prouvé, on dirait encore que la Terre est au centre du système solaire, si vous voulez. Donc parfois, j'aime bien aussi le fait de se dire, attention, tout ce qui n'est pas vérité officielle n'est pas vrai pour autant, mais j'aime bien me dire, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et parfois, il faut dépasser ce besoin de rationalité et se dire, après tout, pourquoi pas? C'est la porte ouverte au doute, au rêve, à l'imagination. Et quand on voit ce genre de choses, quand on voit des hôpitaux en Suisse, en France, qui ont recours aux coupeurs de feu, et il y a plein d'autres choses évidemment, si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Je trouve ça assez passionnant, et ce qui est marrant, c'est que vous voyez, là dans le chat, vous êtes à peu près 1 millier au total sur tous les réseaux sociaux sur lesquels on diffuse cette émission, mais il y a déjà plusieurs témoignages. Sur le tout petit échantillon que nous représentons, eh bien, il y a déjà pas mal de gens qui disent, moi j'ai connu ça, j'ai eu ça. Pour vous dire, pareil, ça c'est une petite anecdote perso. Quand j'étais petit, et c'est peut-être à partir de ça d'ailleurs que ça a commencé à m'intéresser, mais j'étais minot. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans, j'étais encore du côté de Nîmes, évidemment. Et un jour, j'ai eu une verrue sur le pouce. Et ça, c'est la tuile. Les verrues, ça casse les couilles. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'avais une verrue sur le pouce. Et puis, c'est dégueu. Puis en plus, sur le doigt, tu te dis, merde, si tu te l'arraches, ça fait de la merde. J'avais fait les trucs, tu sais, qu'il faut faire. Le médecin, il te dit, il faut aller chez le dermato et il te fout l'azote liquide sur le bordel. Ça fait mal. Alors si vous êtes dermato, je vous aime beaucoup, mais je vous pisse au cul. Qu'est-ce que ça faisait mal. Le but c'était de brûler la verrue, merci, au revoir. Tu vois. Alors, super. Problème, j'avais fait le truc, ça n'avait pas marché. Elle était toujours là. Il y a Jojo l'asticosauteur qui dit que c'était une virus. À mon avis, c'est ça, c'était une virus. et j'avais ça sur le bordel, tu vois. Et donc, c'était pas parti. Il m'a foutu l'azote liquide. Tu sais, moi, j'avais 12 ans, j'étais un peu peureux. J'aime pas le monde médical. J'avais peur, tu vois. Il te sort un espèce de gros coton-tige, là. On dirait les trucs pour taper sur les grosses caisses, là, avec un gros embout, là, épais. Il te fout ça dans l'azote liquide, il te le fout sur le doigt. Bon, ça fait mal. Le truc partait pas, c'était revenu. Mes parents se disaient, merde, déjà qu'il est pas gâté par la nature, s'il se promène une verrue sur le pouce, on va jamais le caser, le ptio. Donc, il commence à discuter à droite à gauche, et je crois que c'est mon daron qui a eu vent d'un type qui faisait du magnétisme.
Alors bon, moi j'avais 12 ans, magnétisme, je me dis bon, ça doit être Magnéto des X-Men, on va passer un moment sympa, tu vois. Non, pas du tout. Il faisait du magnétisme, ça n'avait rien à voir. Donc, bon, moi je connaissais absolument rien. Aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup, mais à l'époque, je connaissais absolument rien. Et bon, le mec, mon daron prend contact avec ce type-là, machin et tout, c'était pas très loin. Je crois que c'était vers Saint-Ambrois, ceux qui connaissent le Gard, le secteur dans lequel j'habitais. Bon, tu déboules dans le type, dans la maison du type. Non, dans la maison du type, on se connaissait pas assez bien à l'époque. Tu déboules dans la maison du type et tu sais, rideau un peu fermé, ambiance un peu chelou. Je vais pas te mentir, à 12 ans, je me dis tiens, on est peut-être dans la baraque de Daniel Cohn-Bendit. Non, je me suis pas dit ça. Je connaissais pas encore le mec. Donc tu te dis ambiance chelou quand même. Et le mec commence à voilà, Rémi, bon bah déjà il s'est pas planté, vas-y assis-toi, ok t'as ça, bouge pas, bim bam boum, il passe la main au-dessus de mon truc, il fait des bordels. Sur le coup je me dis bon bah ça y est, en fait je suis à Poudlard, je suis en train de rencontrer le professeur contre les sciences du mal, Monsieur Rogue, aidez-moi, j'ai une vilaine verrue sur le pouce. Donc si vous pouvez m'enlever ce Thierry Breton sur mon doigt, ça m'arrange. Et bon, il me fait les trucs, et c'est vrai que sur le coup, et ça je m'en rappellerai. Et là, on est dans un sujet éminemment complotiste. Hein. Tout ce que je vous dis, magnétisme, coupeur de feu et tout, c'est vraiment des sujets, faut pas en parler. Ce sont des traditions ancestrales qui existent depuis des siècles, mais aujourd'hui, tu passes pour un taré si tu parles de ça. Moi, je vous raconte un truc, je vous dis pas que c'est vrai, je vous dis pas que j'ai des preuves scientifiques, je vous dis juste que j'ai vécu ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, et il y a déjà eu quelques témoignages dans le chat, vous êtes aussi nombreux à avoir connu des trucs comme ça. On n'est pas en train de dire que ça dépasse la science, on est en train de dire qu'on l'a vécu. Et bon, le type me fait des bordels, et c'est vrai que j'ai senti une sorte de chaleur sur mon doigt. Je suis merde, c'est du GHB. Non, ben j'avais 12 ans, parce que je savais pas. Bon, ça fait la chaleur. Je te jure, une semaine après, plus de verrues. No Margaret Thatcher, comme on dit en anglais. Plus rien. Bubule. Et tu vois, bon, bah le pouce, il est impeccable depuis. Hein. Là, je monte mes pouces à l'écran, on se dévoile. Le pouce, il est impeccable. Et c'est vrai que, putain, je me dis, intéressant. Après, au pire, c'est pas vrai. Au pire, je sais pas, c'est mon cerveau qui a eu une réaction en mode putain trop cool, on est à Poudlard, allez je t'enlève ta verrue. Autant le mec n'y est pour rien et le magnétisme c'est de la connerie. Je suis pas du tout en train de vous dire que scientifiquement c'est prouvé. Je vous dis juste que mon pouce il est impeccable, il est beau comme tout aujourd'hui. Donc je trouve ça très intéressant. Et pour la petite anecdote, je vous raconte ça. Il y a quelques témoignages dans le chat. Il y a Flatipus qui dit j'y crois tellement pas. Il y a Stealth5 qui dit c'est à cause de toi Thierry Breton, il était sur ton doigt, je t'en veux avant. Il y a RSCar06 qui dit ma fille à l'époque de 67 ans avait des ganglions inflammatoires dans les intestins, des douleurs à se tordre en deux. On m'a conseillé un magnétiseur. Il est venu 2 fois et depuis elle n'a plus rien. Et maintenant elle a 14 ans, donc oui, il peut se faire à l'évidence, ça fonctionne. Twitch qui dit merci Rémi pour ton histoire de doigt dans le chat. Ah, vous êtes fin, on a vraiment le public qu'on mérite. Baldacat qui dit Rémi, j'ai toujours dans l'idée que ça serait une bonne idée d'organiser un entretien avec le physicien Philippe Guillemont qui tente d'établir des liens entre sciences rationalistes et métaphysique. Absolument, pour tout vous dire, j'ai acheté l'un de ses livres il y a pas longtemps et je comptais le lire pour le contacter derrière parce que ça m'intéresse beaucoup. En ce moment, je suis un peu sur ces questions. Tu sais, j'ai mes phases, j'ai eu ma phase nazi. À un moment donné, je lisais des bouquins sur les nazis. Après, j'ai eu ma phase géopolitique américaine. Et puis là, en ce moment, je suis dans ma phase sur ces questions-là, tu vois, l'au-delà, magnétisme, des trucs comme ça. Je trouve ça très intéressant. Ratalos16 qui dit « Ma mère est capable de couper le feu et elle fait beaucoup d'autres soins à côté. Elle fait du bien à énormément de monde, notamment à des personnes qui traversent des cas de cancer. » Effectivement, parce que je vous parlais tout à l'heure des hôpitaux qui font appel à des coupeurs de feu. Ça peut servir notamment pour des personnes atteintes de cancer et qui ont des traitements qui peuvent créer des inflammations, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment surprenant, c'est vraiment très surprenant. Et j'insiste là-dessus, s'il y a des fact-checkers qui déboulent, surtout rangez vos couteaux. On ne dit pas que ça remplace la science, on dit juste que ça existe, ça fait des décennies, voire des siècles que certaines pratiques existent. Peut-être que c'est l'effet du cerveau, peut-être que c'est du placebo, et vous allez avoir 1000 études qui disent que c'est des conneries, mais est-ce qu'on peut interdire aux gens de se poser la question et d'ouvrir son esprit à ces trucs-là en disant, après tout, pourquoi pas? Et si au bout du compte, t'as des gens qui sont soulagés de leur bobo, bon, ce qui compte, est-ce que c'est que les gens soient soulagés par des médicaments bien chimiques, bien scientifiques, avec bien des études, ou ce qui compte, c'est que les gens soient soulagés, au bout du compte, concrètement. Donc, je me pose la question. Il y a qu'une d'une 73 qui dit
La France, c'est le fond de la tasse niveau santé alternative, le fruit de 70 ans de corruption médicale. Comme exemple, Pétain a supprimé le diplôme d'herboriste et les pharmaciens ne sont pas prêts de lâcher la manne financière. La France a eu des génies de la santé comme Marcheseau, père de la naturopathie, Quinton et l'eau-de-mer, Béchamp et sa théorie de l'hygiénisme interne, Jade Allègre et l'argile. Mais l'histoire n'a gardé que Pasteur dont la théorie a permis de tout monétiser. Il y a plein de choses intéressantes. Mais c'est fou parce que le sujet s'est invité là comme ça. Mais il y a plein de témoignages, c'est assez hallucinant. Hein. Il y a Terrien de Souche FTX qui dit « Bonjour, ma mère conjure le feu et les vers, donc j'y crois après que ce soit possible, que si on est ouvert à la possibilité que ça peut marcher, et donc que ce soit mental et possible selon moi, car le cerveau est fort si on lui parle comme il faut. » Pour dire que je dis pas que c'est les pouvoirs, non. Voilà, Gab Venturi qui précise par rapport au cancer, c'est les traitements par rayon qui peuvent créer de grosses inflammations. Gatsby nous dit le test de Stéphane Alix, très intéressant. Ouais, là j'ai lu après, que je trouve très très chouette aussi. Je connaissais pas du tout, j'avais jamais lu les bouquins de Stéphane Alix, je trouvais ça plutôt chouette. Donc voilà, j'ai trouvé un petit reportage, si vous voulez, de France 3 Normandie, pour dire à quel point c'est un sujet complotiste, qui parle des médecines alternatives dans les campagnes de France aujourd'hui. On peut se regarder ça, si ça vous dit. C'est aussi ça le Juste Bistrot, on découvre, on s'intéresse. Ils sont le plus souvent dans les campagnes. Magnétiseurs, guérisseurs, pas besoin de publicité. Bonjour. Ils ont toujours du monde. Oui, ça va? Allez, ça va. Comme André. À 80 ans, il est un retraité actif. C'est un toucheur, comme on dit. Verrue, zona, migraine, eczéma. Bon, bah, tu vas faire ça moi comme ça. Ouais. Il dit les soigner. Parlez, commencez par là. À sa manière. Ce jour-là, il reçoit cette femme se plaignant de lésions cutanées importantes. Bon, je te change. C'est la 3e fois qu'elle vient le voir. Pour son magnétisme et ses étranges feuilles de laurier. Alors, Corinne, faut que tu portes ça dans ton soutien-gorge pendant 3-4 jours. 3-4 jours, d'accord. Voilà. Une pratique à laquelle il faut adhérer. J'y crois et au bout d'un moment, je vais arrêter, quoi. Mais j'y crois. Je préfère croire à ça qu'aux médicaments. C'est nettement mieux. Ouais. Et de l'amélioration. Je comprends pas pourquoi que je fais ça, quoi. C'est vrai que c'est naturel pour moi. Je suis content de soigner les gens comme ça, quoi. C'est pas pour un commerce, hein, c'est pour rendre service aux gens, oui. Ben, j'en ai de Bretagne qui viennent de la Manche, de l'Orne. J'en ai 3-4 la semaine, quoi, comme ça. Mais d'autres ont fait de ce don leur profession. Avec la plaque et la salle d'attente pleine à craquer, tout pour laisser croire qu'on est chez un médecin. C'est pourtant un magnétiseur qu'ils sont tous venus voir, que voilà. Au revoir madame, et bonne journée. Merci vous aussi. Et c'est un défilé permanent. En moyenne, 40 patients sont reçus chaque jour. C'est un gars qui fait bien son boulot. Il n'y a pas à dire. Ouais. Nous, on la connaît de bouche à oreille, en fait. On la connaît par bouche à oreille pour des personnes à qui ça a bien fait, donc ils nous le recommandent, en fait. Moi, ça fait 3 fois que je viens, je ramène ma belle-fille, j'ai emmené des amis, là. Le monsieur a 87 ans, alors là, comme c'est super, j'ai amené ma belle-fille, elle est impeccable. Et parfois, ils viennent de loin, comme Monique, qui a fait Voilà, 2 heures de on trajet. va couper sur Monique, on l'embrasse. Monique, évidemment, Monique de qui la tienne, de qui l'emmène en Martinique, évidemment. Donc voilà, une fois de plus, les amis, j'insiste sur un point parce que c'est vrai que, je trouve ça même assez dingue en vérité, de multiplier les prudences comme ça. J'insiste sur le fait que je ne dis pas que c'est la vérité, je dis pas tout ça, mais je trouve que c'est intéressant, évidemment. Et bon, là, le reportage était peut-être pas le plus pertinent pour nous convaincre, mais après tout, pourquoi pas. Et moi, ça m'intéresse. On en reparlera. Si le sujet vous plaît, pourquoi pas en reparler de manière un peu plus construite. J'avais lu un bouquin il y a longtemps là-dessus. Faudrait que je vous le retrouve.
Parce que bon, il y en a plein évidemment des bouquins, il y a plein de choses. C'est vrai qu'il y a Twitch qui dit comme Audiard, il n'y a pas à comprendre, il y a juste à admettre, je suis plutôt d'accord. Philanthrope qui dit on est d'accord, on regarde un vieux qui se dit toucheur et qui soigne des jeunes femmes en leur mettant de la sauce dans le soutif. Oui, mais résumé comme ça, forcément, c'est sûr qu'on dirait le grand-père de Gérard Miller, mais non, là c'est avec de la sauge, tu vois. Donc non, je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est vrai que dans le chat, c'est dire où on en est. Hein. Il y a Cune73 qui dit tu vas te prendre la mivilude dans la tronche. C'est vrai qu'aujourd'hui tout est traité avec ces dérives sectaires comme on dit, et tout ce qui touche aux rebouteux comme on les appelle. Donc rebouteux, j'insiste là-dessus, ce sont des traditions centenaires, et depuis l'arrivée de la médecine on va dire plus chimique, il y a un terme pour ça, je sais plus quel terme, pardon. Tout ça, c'est presque sujet interdit en France, parce que vous allez en Suisse, il y a une ouverture beaucoup plus importante. Et je trouve ça assez effrayant qu'il y ait un encadrement. C'est très important, parce que bien sûr que les médecines parallèles et alternatives sont la porte ouverte à des charlatans. On va être très clair là-dessus. Ça ne fait aucun doute qu'il y a un ramassis d'escrocs. On est complètement d'accord. Mais il y a aussi des escrocs du côté des médecins, de la médecine allopathique. Voilà, merci dans ton milieu. Bon, c'est une question de répartition après. Donc, j'insiste là-dessus. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de dérives et il y a beaucoup de charlatans. On est complètement d'accord. Mais l'ordre des médecins est là pour surveiller aussi les charlatans du côté de la médecine allopathique, du côté de la médecine dite autorisée. Donc, je trouve ça toujours un petit peu facile de dire dans tel secteur d'activité il y a des charlatans. Oui, on est tout à fait d'accord, mais il y en a dans plein de secteurs d'activité et on n'interdit pas ces secteurs pour autant. Donc soyons un petit peu prudents. Soyons un petit peu prudents là-dessus. Bref, on en reparlera. Si le sujet vous intéresse, les amis, avec grand plaisir. Vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. N'hésitez pas sur TikTok, une fois de plus, à tapoter, vous abonner s'il y a des petits nouveaux. Voilà, et partout, Facebook, Twitter, Twitch, à vous abonner, à soutenir si ça vous plaît. Les amis, pour la petite parenthèse, parce que là j'en appelle aux amis de Montélimar. Montélimar, on arrive. Pour la petite parenthèse, tournée du spectacle Zinzin, on va se régaler avec ça, je peux vous dire que j'ai du gaz. J'ai du gaz pour la nouvelle année, le spectacle a été repris, on repart sur les routes de France et de Belgique. Premier rendez-vous, c'est Montélimar le 24 janvier 2026 à 20h30 au théâtre Le Toit Rouge. 20h30, ça va être... Et puis Montélimar, c'est la première fois qu'on vient à Montélimar. Ensuite Bruxelles le 7 février 2026, Châteauroux 13 février 2026 et Metz le 28 février 2026. Je compte sur vous les amis pour, voilà, là encore, si vous voulez soutenir et puis passer un bon moment. C'est surtout ça l'objectif, qu'on se fende la gueule tous ensemble. Rendez-vous partout en France, en Belgique. Lien dans le chat si vous êtes en direct sur Twitch. Sinon, lien en description sur YouTube. Et puis, vous pouvez taper aujourd'hui sur Google. Il y a même des avis sur le spectacle. Si tu veux te faire une idée, tu peux aller voir les avis sur le site de la FNAC. Il y a quelque chose. Tu vas voir, il y a quelque chose. Donc voilà un petit peu les copains. Ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. On va se faire le documentaire historique demain parce qu'il est déjà quasiment 18h. Et demain on a un beau programme. Je vais commencer l'émission plus tôt. Demain, soyez là à 16h, je pense. Enfin, si vous avez envie. Je vais commencer un petit peu plus tôt. Il y aura une belle émission. Je vais absolument regarder ce documentaire avec vous sur l'histoire. En tout cas, un petit bout. Mais demain, je vais vous parler de fléchettes, surtout. Alors, en ce moment, t'as vu, on va dans tous les sens. Je vous avais promis. Donc, promesse tenue. Demain, on va parler de fléchettes. C'est ma nouvelle passion. Ouais, on va parler fléchettes. On va parler... Il y a un interview formidable que j'ai lu dans les journaux. Je veux vous le partager. Il y aura plein de choses sympatoches demain. Et puis surtout, on sera ensemble pour finir la semaine. Voilà, c'est le plus important. Une belle semaine qu'on aura passée tous ensemble. On parlera également SNCF demain. Il y a plein de petites choses. Les amis, voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment. J'espère que c'est pas la révolution non plus. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais j'espère que ça vous plaît. Voilà, le Juste Bistrot. J'essaie d'intégrer plein de nouveaux sujets, plein de nouvelles choses, qu'on mette de la vie, qu'on ouvre les fenêtres pour pas radoter et être tout le temps dans les mêmes sujets. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, dire en commentaire, dire dans le chat quel est votre retour là-dessus. Et puis si vous avez des idées de sujets, surtout n'hésitez pas les amis, même sans être un expert, je peux parler de ça, on peut regarder des vidéos, si vous avez des références de livres ou quoi, si vous avez des sujets dont vous aimeriez parler, n'hésitez pas, c'est très important que ce Juste Bistrot
porte son nom et qu'on parle de plein de choses et puis surtout, de manière générale, qu'on ouvre les écoutilles, qu'on s'ouvre les cerveaux et qu'on se régale. Voilà, il se passe plein de choses dans le monde. Voilà les amis, je vous embrasse, merci d'avoir été là. Je vous dis à demain, même heure, même endroit, à partir de 16h, 16h15 et puis voilà, on sera ensemble pour se fendre la gueule, pour rigoler, pour parler d'actu, pour parler de tout, c'est le plus important. Je vous embrasse. À demain les copains, vive la rigolade et vive la France. À demain.